jusqu'à 16h15 avec bien sûr les chroniques du dimanche. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end, que vous êtes d'attaque pour passer donc cette semaine, en tout cas un tout petit bout de cet après-midi avec nous. Actualité oblige, dans quelques instants nous parlerons bien sûr de la Palestine. Vous le savez, nous venons tout juste de commémorer le 77e anniversaire donc de la Nakba. Et oui, c'était le 15 mai et il fallait qu'on en parle et qu'on revienne sur ce sujet ô combien douloureux, mais aussi important pour toute l'humanité, mais aussi en particulier pour nos frères et nos sœurs palestiniennes. Et justement, Saïf Eddine El-Astal viendra pour nous parler de ce sujet, de la situation également actuelle que vivent nos frères et nos sœurs palestiniens. Tout cela appuyé d'images, vous allez le voir, quand même très douloureuses. Juste après, eh bien, encore une fois, actualité oblige, vous le savez, demain, nous serons le 19 mai, et le 19 mai, c'est la journée nationale de l'étudiant, une date, encore une fois, très importante de notre histoire, mais aussi importante de la guerre de libération nationale, puisque nous rendrons hommage à tous ces étudiants algériens qui se sont sacrifiés pour un seul but, adhérer à cette guerre de libération nationale, faire tout pour contribuer à la libération, bien sûr, de l'Algérie. Et vous allez voir qu'on a des choses à dire à travers un livre ô combien émouvant, celui de Safia Belhoussine Zemirli, qui viendra nous le présenter. Le livre a pour titre 1er novembre 1954, Petites histoires dans la grande histoire. Et vous allez voir qu'elle a réussi à recueillir des témoignages de jeunes enfants, même d'étudiants qui à l'époque avaient décidé bien sûr de participer à cette guerre de libération nationale, et surtout comment eux ils l'ont vécu, comment elle a été très difficile pour eux, mais ils étaient fiers bien évidemment de pouvoir vivre tout cela et de partager cela des années après avec des témoignages qu'elle a pu recueillir donc dans ce livre qu'on vous fera découvrir tout à l'heure pour marquer donc cette date du 17 mai, je rappelle, du 19 mai pardon, je rappelle que c'est demain. Juste après donc nos deux autres chroniques, à savoir Mama Africa, et aujourd'hui Narcisse Yombi rend hommage à ces femmes guerrières de l'Afrique. Qui sont-elles? Vous allez les découvrir, en tout cas quelques-unes, parce qu'il y en a énormément, mais il en a choisi un échantillon très représentatif du continent africain, et on reviendra tout à l'heure sur ces femmes qui ont ô combien donc combattu, vous allez le voir. Et on terminera bien sûr avec du sport. Mehdi Dahak nous donnera de très bonnes nouvelles. Vous allez voir aujourd'hui, c'est très particulier, de nos footballeurs algériens qui évoluent dans les différents championnats à l'étranger. Voilà, tout est dit. Encore une fois, bienvenue. Merci à Soraya Hamoudi qui est à la réalisation, Siham Maafa au Scriptana, toute l'équipe du studio numéro 7 et de la régie numéro 7. C'est parti tout de suite avec bien sûr Saïf Eddine El-Astal pour parler de la Palestine, de ce 77e anniversaire donc de la Nakba. Et quand on dit Nakba, on pense automatiquement à l'année 1948. Ahla wa sahla Saïf. اهلا بك, مساء الخير لك ليليا. لاباس؟ الحمد لله. الحمد لله. مشاهدين, les téléspectateurs, l'équipe technique bien sûr. Avant de parler, d'abord merci, je vous remercie parce que vous nous avez apporté un symbole de la Palestine aujourd'hui, cette magnifique clé qu'on avait déjà présentée l'année dernière, n'est-ce pas, dans une émission spéciale pour la Palestine. Elle avait servi d'ailleurs de décor, et je remercie encore une fois l'ambassade de l'État de la Palestine qui nous l'a laissé pendant tout un mois de Ramadan, et aujourd'hui vous la ramenez encore une fois, cette fameuse clé. Quelques mots quand même sur cette clé qui est un symbole pour tout le peuple palestinien. طبعا الكلي هذه او المفتاح, مفتاح العودة. هذا مفتاح العودة مرتبط بذكرى النكبة, نكبة عام 1948 لما اجدادنا خرجوا من بيوتهم في فلسطين المحتلة عام 48, اخذوا معهم مفاتيح بيوتهم على اساس, على امل انه حيرجعوا لبيوتهم بعد بضع ايام ماكسيموم اسبوع يكونوا راجعين لبيوتهم. فالمفاتيح ضلت معهم, وظلت المفاتيح لليوم عند اولادهم واحفادهم وجينيراسيون ابخي جينيراسيون, وهينا رايحين لغايه ما ان شاء الله حق العوده اللي احنا حتى يعني بين قوسين شعار احتفاء بذكرى النكبة العام هذا عندنا في فلسطين في دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين في منظمة التحرير الفلسطينية, هو لن نرحل وفلسطين للفلسطينيين. نعم. ومفتاح, هذا المفتاح في كثير ناس ما يعرفوش قصته, فحكيت لكم قصته باختصار. هذه هي. أجدادنا لليوم حافظين على مفاتيح العودة. Très bien.
Donc voilà, ça c'était pour revenir un petit peu sur l'histoire de cette clé, Had al-Miftah, qui est très très important, qu'on a juste là devant nous et dont on est fier. On est fier d'avoir donc cette clé aux couleurs bien évidemment du drapeau palestinien. Alors on va parler bien évidemment de ce qui a fait l'actualité ce 15 mai, puisqu'on a célébré, je le disais, le 77e anniversaire de la Nakba. Ça reste toujours aussi douloureux de parler de cette Nakba. Bien sûr. يعني الآن وأنا قاعد مع نفسي وحتى قبل ما ندخل الآن ليميسيون كنت نحكي طيب يعني الموضوع هذا أنا مش غير حافظه وفاهمه وعايشينه كأي فلسطيني أكيد وعايشه كل شيء، ولكن مع ذلك لازم نحضر طبعا احتراما ليك وللمشاهدين، لازم نحضره طبعا. أثناء التحضير وأنا نحضر استرجعت معلومات قديمة واكتشفت معلومات أيضا جديدة محزنة ليليا. يعني فعلا كنت نحضر ونلخص وأنا حزين فعلا، والله مش مبالغة، فعلا الموضوع محزن جدا، خصوصا أنه النكبة مستمرة لليوم. صح. وصور مرعبة بين الماضي والحاضر، مرعبة. بين الماضي عندنا صور déjà, quelques photos qui franchement c'est on va dire une goutte dans l'océan de ce que a vécu le peuple palestinien, mais c'est juste pour vous remettre dans le contexte, dans l'époque, à travers ces images qui sont poignantes. Vous voulez les commenter? Parce qu'on a compris déjà, quand on voit ça, on voit cette photo-là en noir et blanc, on comprend déjà ce qui s'est passé en 1948. Malheureusement هنا في الفوتو هذه اللي نشوف فيها نشوفوا الفيو هذا الرجل الكبير المسن الفلسطيني ومعه المرأة الفلسطينية والرضيع الفلسطيني. كيف انه تمت، حتى هي هنا نفس الشيء، المرأة اللي حاملة على رأسها، اللي ما عندهمش وسائل نقل انه ينقلوا ملابسهم واغراضهم الشخصية، ما قدرش ياخذ سيارة. تخيلي انت تكوني عايشة في بيتك وفجأة يجي المحتل بالنار يخرجك من بيتك وتروح ذكرياتك وانت اللي بنيت البيت طوبة طوبة بإيدك، فجأة تلاقيها انك انت هجرتي من بيتك غصب عنك، تهجير قسري. طبعا هو التهجير قسرا طبعا اكيد. هنا نشوف نفس الشيء، العائلات الفلسطينية ايامها في نكبة 48 كيف انه ما فيش مكان وين يركب هذا الشيخ المسن، فيركبوه مع الاغراض فوق الشاحنه هذه. شوف كيف يعني المهم يرحلوهم، المهم يرحل من النار، يحمي نفسه، يحمي روحه هو واسرته واولاده. طبعا هي صور مؤلمه، لانه اذا بدنا نعيش اللحظه هذه اللي احنا شايفينها في الصوره، نحط حالي انا بدل هذا الرجل اللي يحمل ابوه ويطلعه فوق الشاحنه. طب ابوه كبير في السن، مريض. طيب والرعب والخوف واطفالهم، الرعب اللي عاشوه، والسباق مع الزمن، انه نخرج من المنطقه هذه قبل ما يبدا القصف. يعني لو تعيش الاجواء هذه، نرجع لورا 77 عام لورا، صعب. هنا نستذكر والدي رحمة الله عليه، الله يرحمه، وجدي رحمة الله عليه، الله يرحمه. طبعا احنا جدي كان عنده بيت في حي من احياء مدينة يافا المحتلة الان، طبعا حي الجبلية اسمه معروف. وحتى شفت صدفة يعني انفا في لاغوشيخ تاعي هذه، لقيت صور عن حي الجبلية اللي ولد فيه والدي. ايش قلت لك، اكتشفت معلومات جديدة. الحمد لله توفر لي فيديو، ما تمكنش انه نجيبه لانه في حقوق نشر طبعا، ولكن نحاول ان شاء الله نامن الصور ان شاء الله. وين ترعرع الطفل هذا، صح، اللي منهم طبعا والدي رحمه الله وابائنا واجدادنا فلسطينيين. دونك شفنا الصوره اللي من قبل مثلا النساء الفلسطينيات à qui on rend hommage à chaque fois dans cette émission, à leur courage aussi, parce que tout ce que ces femmes portaient sur leur tête et sur leurs épaules, n'est-ce pas? Voilà, on les revoit, merci Soraya. Donc c'est très dur de voir ces photos, parce que ce ne sont pas de simples photos. Elles ne sont pas là pour faire une pause ou être juste photographiées. Elles sont là parce que c'est une réalité, c'est quelque chose qui s'est vraiment passé. Et ces photos donc le montrent très très bien, dans toute la souffrance en 1948 du peuple palestinien jusqu'à aujourd'hui.
مستمرة. يعني احنا نقول النكبة مستمرة. يعني مثلا مرات كنا نحكوا في الحلقات اللي فاتت، ليزيميسيون اللي فاتوا، كنا نقولوا نكبة عام 48 ونكبة عام 2023. لا، هي نكبة واحدة ومستمرة وتتعمق وتزيد دو بيغ زون بيغ كما حكينا لا سمين باسي. كي نهضروا على المخيمات سي elles ont existé et elles existent encore للأسف. وفي مخيمات جديدة الآن نشوف في قطاع غزة، نشوف في خيام النازحين في مواصي خان يونس على شاطئ البحر، في خان يونس على البحر. يعني نفس المنظر هذا اللي شفناه في 48 عبر الصور ما كناش موجودين، احنا اليوم عايشينه. فوالا دونك انكور اون اوتر فوتو توجور يعني رحلوا ما لقاوش اونكور دي تونت مخيمات. وهذه هي سي سا لور في، هذا هي كما نقولوا احنا عيشتهم هكذا. يعني صار دارهم بيتهم صار الخيمه. يعني الجدران الحيطان تاع البيت اللي يعطيك الدفء، الدفء مش بس الحراره وبرك هذيك تاع انه الجو، لا الدفء العاطفي، هذيك عاطفه البيت. شوف هنا هي الصورة هذه مؤلمة ثاني، لأنه هنا شوف الاحتلال كيف جمع الرجال كلهم وقعدهم على الأرض، شوفي بالسلاح. هذا الاحتلال الصهيوني يخوف فيهم ويرعبهم. إرهاب احنا نسموه. هذا هو الإرهاب الحقيقي، إرهاب دولة بين مزدوجين. يعني ونفس الصورة راح نشوفوها من بعد، هذا المؤلم تشبه لها des années après. N'est-ce pas? On va voir tout de suite. Enfin, on attend Siham, elle est en train d'envoyer au fur et à mesure les photos. Mais pour dire que rien n'a changé, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on voit. Voilà. Actuellement, هذا وش رانا نشوف. بالضبط، هذا الأيام هذه اللي عايشينها الآن، هاي الخيام النازحين. rien n'a changé. Juste la couleur. يعني وكأنه كما قال قائل نذكره بالخير، للأسف لما تحط الصورتين جنب بعض وكأنه الزمان لم يمر. فقط هذه نواغ بلون وهذه اون كولور فقط، هي الفرق. والإنسان الفلسطيني هيو يتعرض للإهانة ومحاولة الإذلال ومحاولة التهجير. يعني هاي نشوف نفس الصورة شفناها قبل شوية، خيمة مرأة وقاعدة جنب خيمتها وناشرة غسيلها برا. نفس الشيء تكرر الآن. صور مؤلمة الصراحة. يعني لأنه ليش مؤلمة؟ مش إنه لفت إنك تشوفي وخلص، نو، إنك تحاولي تفهمي الصورة، معنى الصورة، تحاولي تحطي نفسك بدل هذو الناس. هاي نفس الشيء، ناس تنزح من بيتها لأماكن لجوء على السيارات هذه، واللي مشي، هاي اللي حامل على راسه وتدي معها وش تقدر، يعني وش قدرت. طبعا يعني هاي قبل يومين صار في قصف في بعض المناطق، مش في بعض المناطق، في كل المناطق في قطاع غزة. فالناس ما كانش عندها وقت اصلا تخرج اغراضها الشخصيه، فخرجوا بالملابس اللي لابسينها وخرجوا. المهم يحافظوا على ارواحهم، احياء يخرجوا. وكل شيء يعني انا نشوف ونلاحظوا كل براتيكمون كل شيء مدمر. كل شيء مدمر للاسف. يعني احنا نحكوا على احصائيه تقول اكثر من 85% من المباني السكنيه في قطاع غزه تم تدميرها، تدمير كامل او جزئي. هنا معلش نحب يعني لازم انه هاي الصورة المؤسفة. Là, il faut s'arrêter sur cette photo qui a fait le tour du monde, n'est-ce pas? On a beaucoup parlé de cette photo, mais ça c'est pour la comparer avec l'autre photo. Les كنت تحكي عليها من قبل. على أسوأ. على أسوأ, voilà, encore pire. Oui, encore pire. Parce que là au moins ils avaient leurs vêtements. Leurs vêtements. الآن شوفي déshabillés غصب عنهم. على اساس انه يعني خوفا من انه يكونوا حاملين سلاح. يعني شوف المبررات ولكن الحقيقه انه لا، اذلال، هي محاوله لاذلال الشعب الفلسطيني، كسر شوكته عشان يبطل يفكر في الحريه، عشان يقدر يقبل ويرضخ بالاحتلال ويضطر يخرج غصبا عنه من ارضه. Très bien. صورة مؤلمة. Donc صورة مؤلمة ومازال ça continue et ça continue. يعني النكبة احنا نعرفوا النكبة تاع 1948 صح. هو bon c'était la date douloureuse d'anniversaire, c'était le 15 mai 2025. Mais ça continue comme vous l'avez dit, ça continue, ça ne s'arrête pas. وما ننسوش طبعا هي العدوان والهمجيه والارهاب الصهيوني بدا قبل لو 15 ماي كونفيت. كنا حكينا على العصابات الصهيونيه كيفاش كانت تقوم بارهاب المواطنين الفلسطينيين عشان يخرجوا من قراهم من مدنهم. طبعا استمراريه.
اذا تسمحي لي في وقت يعني تفضل على السريع لازم نحكوا l'historique تاع النكبه. كيف C'est ce que j'allais vous dire tout à l'heure. Bon, on a commenté les photos, mais finalement, pour ceux qui ne le savent pas, ceux qui l'ignorent, c'est quoi la Nakba et quand est-ce que ça a exactement commencé? Exactement. شوفي الآن احنا عشان نكون واضحين الأطماع الصهيونية تجاه أرض فلسطين مش جديدة. على الأقل عمرها أكثر من 100 سنة. ان سيكل، قرن من الزمان. هي خلينا نقولوا لما بدأ التوثيق في التاريخ المعاصر تقريبا بدأت من عام 1840 لما طلبوا من السلطان العثماني اليهود الصهاينة اللي عايشين في أوروبا، طلبوا من السلطان العثماني عبد الحميد الثاني حسب ذاكرتي، طلبوا من السلطان العثماني أنه يعطيهم أراضي يزرعوها في فلسطين لأنه مساكين مضطهدين في أوروبا من حكم الكنيسة. ماشي، يعني هو صدقهم في الأول، بعدين بدت مظاهر أنه في بوادر أطماع لسرقة الأرض فحبس الهجرة، ولكن رجعت تاني بمعاونة مين؟ بمعاونة الانتداب البريطاني. يعني هنا معلش في مقولة لازم نرجعها باش ما يفوتنيش الترتيب الكرونولوجي للأحداث. في تيودور هيتزر اللي يعتبر مؤسس الحركة الصهيونية العالمية، اللي بين قوسين اللي حكينا عليه انه المفكرين تاع هذاك العصر استغربوا انه هذا معروف انه اتي ملحد، فكيف انه هو يدافع عن فكره دينيه بين مزدوجين، يعني ما هيش دينيه يعني، ولكن هو يتبنى انه يهودي ويدافع عن اليهود. طيب في عام 1896 كان عنده مقوله قبل المؤتمر العالمي في بال عام 1897. كان عنده مقوله باش انا نقتبس باش نكون المصداقيه. قال نخلوك تحوس عليها إن إقامة دولة لليهود من شأنها أن تكون علاجا لقرون من مشاعر معاداة السامية والهجمات ضدهم في أوروبا. يعني هم تعرضوا حسب ادعائه لمعاداة سامية وهجمات واضطهاد من الأوروبيين، ولكن يروح هو يجي عندنا في فلسطين يسرق أرض فلسطين بحكم أنه ينتقم من اليهود فينا إحنا. شو ذنب المواطن الفلسطيني؟ شو ذنب المسن والمرأة والطفل الفلسطيني أنه تسلب أرضه بهذه الطريقة؟ وفي صورة طبعا كانت انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي للسفينة اللي جابت اليهود على ميناء حيفا، وريتها لنا، حكينا عليها انه يعني يترجوا فيها الفلسطينيين انه استقبلونا واغيثونا. فيه même on avait passé l'année dernière une très belle pièce théâtrale d'une compagnie théâtrale palestinienne très connue qui racontait justement toute cette histoire. Et ceux qui n'avaient pas encore compris c'est quoi le Nakba et c'est quoi l'histoire bien sûr de tout ce qui se passe actuellement, eh bien la pièce d'une heure résume tout. Elle était juste magnifique. J'ai oublié le nom de la compagnie, mais il faudra qu'on retrouve l'extrait pour la repasser parce qu'elle racontait tout. On comprenait tout dans cette pièce de théâtre. مهم جدا، خصوصا الان احنا التليسبكتاتور يحب يشوف مختصر، يعني ممكن انا شويه يعني نحاول نختصر، ولكن في ناس ما تتحملش انه تسمع قصص هكذاك. نحاول انه يكون ماده اعلاميه احسن. Très bien. Qu'est-ce que vous voulez rajouter سيف؟ ومن بعد؟ طبعا من بعد كان قلنا باختصار الانتداب البريطاني او وعد بلفور في الاول عام 1917 وكنا حكينا عليه سابقا، وفيما بعد الانتداب البريطاني عام 1922، ثم في 14 ماي 48 أعلنت بريطانيا المملكة البريطانية أنها انتهى الانتداب البريطاني، عشان ثاني يوم 15 ماي 1948 يجوا العصابات الصهيونية يعلنوا إنشاء قيام ما يسمى بالدولة أو الكيان الصهيوني كما احنا نحكوا عنه. طبعا قلنا النكبة مستمرة. للأسف في ملاحظة، زيارة الرئيس الأمريكي السيد ترامب لمنطقة الخليج العربي كانت متزامنة مع ذكرى النكبة. للأسف وسائل الإعلام، غالبية وسائل الإعلام كانت مهتمة بتغطية هذا الحدث، فالاحتلال الصهيوني اغتنم الفرصة وزاد من أعمال العنف، زاد من أعمال القتل والحرق للشعب الفلسطيني في غزة، وأعلن ما يسمى بالعملية العسكرية هذه اللي سماها عربات جدعون. طبعا هي مستلهمة من التلمود الصهيوني، وتم قتل خلال فقط فترة 3 أيام اللي هي زيارة ترامب للخليج
أكثر من 200 شهيد وأكثر من 300 جريح. طبعا ناهيك عن المناطق المهدمة. في رفح حي كامل في شارع عمر بن الخطاب تم نسفه وصوروه. المشكلة يعني شوفي وقاحة المحتل هذا، يقوم بجرائم إبادة جماعية ويوثقها للأسف. طبعا القائمة طويلة. تم قصف مستشفيين قبل يومين في منطقة خان يونس، تم قصف مراكز إيواء في شمال غزة، في أرض أيضا في خان يونس وفي رفح. في كل مناطق قطاع غزة تعرض لعمليات قصف مش طبيعية، وكمية النار كانت أكثر من الفترة السابقة. يعني في تزايد في القتل والحرق للإنسان الفلسطيني والأرض الفلسطينية. أنت تحكي على c'est normal, hein, on parle de ces médias qui se sont tournés vers ce qui se passe, ce qui les intéresse eux. Mais en tout cas, nous, on en a parlé. Heureusement, dans nos différentes éditions d'information, on a parlé de tout ce qui se passe. Enfin, on en parle toujours de toute façon. Et spécialement ces 3 jours, comme vous l'avez dit, où ça a été très, très, très fort et très, très, très intense et surtout très voulu. Surtout, c'est ça. Bien sûr. Très bien. Il fallait qu'on dise aussi quelques mots, Saïf, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que le sujet principal de votre chronique, c'était l'anniversaire de la Nakba. Mais rapidement, quelques mots, parce qu'on devait la dernière fois s'étaler, et on s'est d'ailleurs étalé, mais sans images, sur la famine, المجاعة اللي راهي صايرة حاليا في فلسطين وفي قطاع غزة ما زالها متواصلة. والناس راهي تخرج في العالم كله pour dénoncer. Il y a eu par exemple un festival que je ne citerai pas, parce qu'il n'y a pas besoin qu'on fasse de la pub, mais c'est un festival qui a lieu actuellement de l'autre côté. Et moi, j'aimerais juste citer cet acteur qui est juste un acteur formidable, enfin un acteur connu dans le monde entier, qui est donc Robert De Niro. Qui a parlé de la Palestine. Et quand on est un Robert De Niro, c'est-à-dire que voilà, on a des fans. Et malgré que voilà, il continue à tourner, il continue à être l'un des plus grands acteurs dans le monde, mais il est là, il a dénoncé encore une fois, il a signé la lettre pour dénoncer ce qui se passe en Palestine. Et puis voilà, il faut parler aussi de ces personnalités qui risquent beaucoup pour leur métier, mais qui dénoncent encore une fois ce qui se passe en Palestine. خصوصا هذه انه يغامر بمستقبله الكارير تاعه ومسيرته المهنيه. لأنه هذا إنسان حر. Voilà. Il y a lui, il y a Suzanne Sarandon aussi, qui est une énorme actrice américaine, qui a eu d'ailleurs plein de problèmes après sa déclaration, mais qui continue à soutenir la Palestine. Et heureusement qu'il y a des artistes comme ça qui le font, parce qu'ils se font entendre à travers le monde entier. Mais Robert De Niro, c'était très particulier, parce que les gens ne s'attendaient pas à ce qu'il fasse une telle déclaration. Et c'est bien, c'est bien. On a besoin de personnes comme ça. من كنال حيوه على مواقفه الإنساني والحر. Très bien. Alors, quelques images encore tristes et malheureuses de la situation actuelle des enfants, enfin, quand je dis les enfants, oui, mais toutes les familles palestiniennes qui n'ont pas de quoi manger, qui n'ont pas de quoi vivre et survivre surtout. هنا مثلا في الصورة هذه أنا نشوفوا كيفاش إنه طفلة في وسط طابور طويل عشان على إنه ياخذوا أكل من التكيات هذه، إنه التكية اللي هي مكان يوزعوا فيه الأكل لله، يعني هيك سبيل يعني مجانا. gratuitement. Et là, on voit la photo, exactement, la famine, ce que ça provoque les enfants. Et on voit quand il y a la famine, et ben voilà comment votre enfant devient, puisqu'il a rien, il a aucune vitamine, aucune force, aucune. Et c'est triste, mais c'est la réalité qui veut qu'on montre ces photos pour que voilà, on comprenne exactement ce qui se passe actuellement en Palestine et que ça continue. Voilà, les massacres continuent, la famine continue. Et Rabbi Ma'ahum, c'est tout ce qu'on peut dire. Ya Rab, amin. Ya Rab. Amin, voilà. Merci beaucoup Saïf Eddine El Astal, encore une fois, d'être là tous les dimanches pour nous faire rappeler notre humanisme, pour nous faire rappeler aussi l'importance qu'on accorde à la Palestine, nous en tant qu'Algériens, et on continuera à le faire tant que la situation perdurera. Et nous, en tout cas, on souhaite que ça se... Voilà, que ça s'arrange le plus vite possible, mais chaque semaine c'est notre seul souhait finalement. Inch'Allah, voilà, force à eux. إن شاء الله. طبعا دائما نغتنم الفرصة نشكر احنا الجزائر، يعني من قلبي نحكيها، سواء كانت رسميا او شعبيا دائما واقفين مع فلسطين طبعا، وهذا شيء طبيعي. يعني ان شاء الله احنا سفارة فلسطين في الجزائر راح تحيي هذه الذكرى، ذكرى النكبة، بالاشتراك مع وزارة المجاهدين بالجزائر،
ان شاء الله بعد يومين ان شاء الله ان شاء الله في اوتيل لوراسي. ان شاء الله. طبعا حيكون حضور مش عام طبعا هو لانه في وفود رسميه وكل شيء، ولكن طبعا انتم صحفيين اكيد مرحبا بنا. طبعا لازم نجو باش اكيد نشوفوا. ضروري. Très bien. نستناك Inch'Allah, avec plaisir. Inch'Allah. Merci beaucoup, Saïf. Et encore une fois, merci pour la clé que vous nous avez apportée, parce que cette clé représente tout un symbole, toute une partie de l'histoire de la Palestine. Inch'Allah, chaque Palestinien et Palestinienne retrouvera, même si ce n'est pas la maison en elle-même qu'elle a été bombardée, mais retrouvera le morceau de sa terre. Voilà, هذا مكان ويعاودوا يبنيوا منازلهم إن شاء الله والمدارس والمستشفيات et tout ce qu'il faut. Merci beaucoup, Saïd. Shukran. À la semaine prochaine, donc à dimanche prochain. Allez, on va rester en Palestine et je vous propose d'écouter cette chanson très émouvante, très poignante. Moi, je l'adore. J'adore l'artiste déjà, qui nous a quittés. Il s'agit de Rim Benna, qui a tout résumé en fait dans cette chanson et qui s'est beaucoup plus intéressé à l'enfance palestinienne à travers un exemple, une enfant qui a été tuée par bien sûr l'entité criminelle sioniste qui s'appelle Sarah, et on rend hommage à travers cette chanson à tous les enfants
Raconte la réalité de ce que vivent ces enfants palestiniens à travers la voix de Rim Benna, Rabbi yarhamha, et bien sûr cet hommage qu'elle rend à cette enfant palestinienne qui s'appelle Sarah et qui a été donc tuée par l'entité criminelle sioniste. Allez, tout de suite, nous allons parler d'une autre date ô combien importante pour nous. C'est bien sûr le 19 mai. Le 19 mai, vous le savez, c'est demain et nous on en parle aujourd'hui parce que demain nous célébrerons bien sûr la journée nationale de l'étudiant. Cet étudiant qui a joué un rôle important aussi dans la guerre de libération nationale puisque ces étudiants à l'époque ont tout laissé tomber, se sont sacrifiés pour pouvoir adhérer à cette cause et donc aller défendre comme ils pouvaient l'Algérie et surtout sa liberté. Et nous allons parler à travers un livre, un récit, des récits signés par bien sûr l'autrice et pédagogue Safia Belhoussine Zemirli qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Elle a fait le déplacement depuis Tizi Ouzou pour nous présenter ce petit livre qui est juste magnifique. Il est d'abord petit, très pratique, vous pouvez le mettre dans votre sac, le lire si vous êtes, je sais pas moi, dans le métro, dans le tramway, à la maison. Et le livre a pour titre 1er novembre 1954, Petites histoires dans la grande histoire. Alors tout d'abord, Madame Safia Belhoussine Zemirli, merci d'être là. Merci pour l'invitation. Je salue toute l'équipe et je salue tous les spectateurs qui regardent aujourd'hui d'ici et d'outre-mer. Très bien. Alors, vous êtes venu donc avec ce livre, je le disais, des livres comme ça, il en faut de plus en plus. Et parce que voilà, c'est important de parler de notre histoire à travers différents angles. Et vous en avez choisi un, celui des étudiants et des enfants surtout, n'est-ce pas? Oui, particulièrement les enfants. Dans ce recueil de récits, il y a l'histoire de comment un jeune a quitté le foyer familial pour monter au maquis. Au lieu d'aller faire ses études, il a choisi le maquis. On en parlera plus tard. Mais en fait, oui, c'est un recueil de souvenirs d'enfants qui ont vécu la guerre sans trop savoir de quoi il s'agissait. Et aujourd'hui, ils ont tous plus de 70 ans. 70 ans, voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Certains parmi eux si ce n'était l'indépendance, ils auraient sûrement pris le chemin du maquis en abandonnant les bancs de l'école parce que c'est une cause qui a imprégné tout le monde et il y avait cette conviction et cet espoir de pouvoir libérer l'Algérie et beaucoup d'entre eux ont répondu à l'appel de l'Union des étudiants qui est née durant la Révolution et ils ont quitté. Certains étaient privilégiés, ils étaient déjà à l'université, mais le fait d'avoir été jusqu'à l'université leur a permis aussi de mûrir la situation qu'ils vivaient et de prendre conscience que nous vivions dans un monde d'injustice. Et donc, eux aussi, ils ont quitté les bancs des amphithéâtres et ils ont rejoint le maquis pour soigner, pour aider, pour la logistique, En fait, ils ont contribué. C'était une catégorie sociale des indigènes. C'était ceux qui avaient été instruits. Et donc, c'était cette catégorie qui avait commencé à contribuer aussi à prendre la relève parce que c'était des instruits qui ont initié la guerre de libération nationale. Exactement. C'était tous des instruits. Et je vais peut-être faire une petite métaphore. Ils étaient instruits par la France coloniale dans des écoles indigènes et qui montaient un petit peu plus haut pour certains. Et en fait, le fait d'apprendre l'histoire de la France, nos ancêtres les Gaulois, leur avait donné à réfléchir, entre autres, leur avait donné à réfléchir et à faire la différence entre ce qu'on leur apprenait à l'école et la réalité qu'ils vivaient. Et c'est un petit peu ça aussi qui a contribué à l'éveil nationaliste et le courage de prendre les armes, de passer à la lutte armée au lieu d'attendre les décisions politiques qui prenaient un peu trop de temps, etc. Et justement, donc c'était des privilégiés, mais qui ont contribué, qui ont servi en fait à l'étranger, ceux qui étaient déjà en train d'étudier à l'étranger. Ils ont servi d'ambassadeurs pour l'Algérie, la cause indépendantiste de l'Algérie. Et ceux qui étaient là, eh bien, ils sont montés au maquis, on en connaît certains. Très bien. Je vais vous arrêter juste pour, avant d'encore continuer à parler du livre. D'abord, comment vous est venue l'idée? Parce que
il faut raconter aux téléspectateurs qui ne le savent pas. Moi, je sais, vous me l'avez dit, mais j'ai trouvé l'idée très sympathique parce qu'au début, il n'était pas question du tout que vous écriviez un livre sur ça. En tout cas, peut-être que vous avez eu l'idée comme ça, mais ce n'était pas encore fixé, la date, quand. Et puis, il y a eu un déclic qui est en rapport avec la radio. C'est ça, c'est ça. Qu'est-ce La qui s'est radio, passé d'ailleurs, dont je raconte un souvenir. Tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors, à la radio, c'était le 19 mars 2014. Il y avait une émission nocturne animée par Toufiq Menjeli, que je salue au passage. Qui est très portée aussi sur l'histoire de l'Algérie. Justement, ce jour-là, ben, écoutez, un souvenir m'est revenu, vague, mais je l'ai partagé sur l'antenne et qui racontait, en fait, c'est le premier souvenir, comment, en fait, j'ai été réveillée au milieu de la nuit par un mouvement réveillé, sorti de mon lit, de notre lit. On était 3 enfants à dormir par terre dans un lit collectif et comment on nous a sortis de notre lit. Après, j'ai vu un mouvement que je ne comprenais pas à la maison. Toutes les personnes adultes, tous les adultes bougeaient. Il y avait une petite tension, je ne comprenais pas. Vous aviez quel âge à l'époque? Écoutez, je ne peux pas vous dire véritablement, mais quand on commence à se souvenir, c'est après 5 ans. C'est après 5 ans. Donc 5, 6. Peut-être. Pas 7 ans. Peut-être pas 7 ans, mais entre 5 et 6 ans. Peut-être. Hein. Et puis tout à coup, tout s'est arrêté. Tout le monde a rejoint un coin. Et puis moi, j'étais comme ça, gérée entre ce qui se passait devant la porte, etc. À l'extérieur. Et puis à un moment donné, je vois une personne, l'ombre, la silhouette d'une personne qui ne pouvait pas être mon père était dehors, qui ne pouvait pas être mes jeunes frères parce qu'ils étaient moins corpulents. Eh bien, c'était un moudjahid. Finalement, j'ai vu un moudjahid, je ne savais pas, mais c'est après que j'avais compris, que je l'ai su. Et il y avait une parole qui résonne encore dans ma tête, c'était ma mère qui le tenait par le pan de sa veste en lui disant « Yassi Abdelrazak, mettirish ana orasak ». Voilà, c'était ça. Ensuite, j'avais compris que s'il avait tiré, c'était toute la cité où nous habitions qui allait être... explosé, quoi, sous les bombes ou les canons de l'armée. Très bien. Donc, il était venu se cacher chez vous? Il transitait, en fait. Chez nous, était un passage. Mon père était entre les deux. C'était un moussabil. Donc, il servait d'intermédiaire entre le village où nous habitions et ce qui s'y passait et les informations qu'il écoutait à travers la radio. Et il transmettait ça aux Moudjahidines qui étaient au Maquis. Lui, il était agent forestier. Donc, il travaillait dans les forêts, dans la forêt. Et il les connaissait très bien, ces forêts. Il servait d'intermédiaire et c'était ça le lien. Et donc, oui, mais finalement, oui, maintenant mes frères aînés m'ont raconté. Après ça, j'ai préféré ne jamais discuter de ça. Je voulais garder mes souvenirs vierges, innocents, tels que je les avais perçus et vécus. Et ils m'ont expliqué que oui, chez moi, c'était un lieu de transit. Et c'est exactement ce que vous dites pour décrire votre livre. Vous dites des images floues au début. Puis, au fil du temps, il y a des détails précis et tout cela donne naissance donc à des émotions. C'est-à-dire que ça commence par des détails flous et au fur et à mesure, on commence à comprendre ce qui s'est passé exactement. On ne comprenait pas vraiment, d'ailleurs tous ceux qui ont raconté ici, y compris moi, au départ on ne comprenait pas selon l'âge, vous savez. Parce que vous étiez jeune pour la plupart. Parce qu'il y en avait qui avaient 12 ans quand... le souvenir qu'il raconte, ces personnes-là avaient 12 ans, 10, 11, 12 ans, peut-être un peu plus. Mais au départ, c'est sûr qu'eux aussi, ils ont vécu ce flou, cette perception de quelque chose, d'une chape, d'une épée de Damoclès qui nous pendait au-dessus de la tête. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas conscients exactement de ce qui se passait, vu leur âge. Exactement, on n'était pas conscients. Mais souvent, eux ont fait, ceux qui avaient 10 ans et plus, ont fait le lien. Après, d'ailleurs, beaucoup de récits se concluent par « j'ai quitté le monde de l'enfance » et je suis rentrée dans le monde violent des adultes, même s'ils avaient 10 ans, 11 ans ou 12 ans, ils étaient... ils réalisaient qu'il y avait quelque chose de dramatique qui se déroulait et de vital en fait, et de vital pour l'Algérie. Mais comment vous avez recueilli tous les autres témoignages? Parce que vous avez commencé à raconter l'histoire, que vous avez témoigné lors de cette émission, en racontant le vôtre. Et ensuite, on vous a contacté. Comment vous avez pu recueillir tous ces Exactement. En fait, quand j'ai
partagé ce petit témoignage, ce petit souvenir. J'ai été rappelée par la radio le lendemain. On me demandait la permission de donner mon numéro à des auditeurs qui avaient entendu mon souvenir et qui, eux aussi, voulaient en fait partager. Et donc j'ai beaucoup de personnes amies aujourd'hui radiophoniques oui. qui m'ont confié leurs souvenirs et puis après dans la famille aussi, des amis oui. Comme ça en discutant. Avait un petit chacun souvenir. me disait oui c'est vrai que moi j'ai vécu un petit peu ce que tu racontes etc. Et puis écoutez, le hasard a voulu que je partage un ou deux de mes souvenirs aux journalistes, écrivains, auteurs, éditeurs Lazraï Labter, oui. Qui était impressionné par les émotions que je transmettais, etc. Et il m'a dit combien vous en avez. Si vous en avez jusqu'à 15 récits. Vous pourrez l'éditer. Et il s'est porté et volontairement, spontanément pour me faire la préface. Ça a été ça le déclic. Très bien. Vous vous attendiez à ça? Pas du tout. À travers ce coup de fil à la radio? Pas du tout. Je cumulais les souvenirs dans un blog, mais c'était à titre personnel. Ouais. Je partageais comme ça à des amis, mais vraiment dans l'intimité du cadre amical ou familial. Et finalement, vous avez pu en recueillir plus de 15? Il y en a, je pense, 15. 15. Je pense qu'il y en a 15. Est-ce que vous en avez laissé quelques-uns de côté ou vous les avez tous utilisés? Je les ai tous utilisés, mais d'autres, après mes passages comme ça à la radio ou après l'édition, il y en a eu d'autres qui se sont... D'autres m'ont appelé ce serait bien de faire le tome 2, deuxième partie. On verra. Inch'Allah. En tout cas, j'aimerais qu'on revienne, puisque demain, bien sûr, c'est la journée, nous commémorons la journée de l'étudiant, donc c'est le 19 mai. Et justement, l'un des récits que vous avez choisi, c'est un jeune lycéen qui est monté au maquis, oui. Qui a tout laissé tomber et il est parti donc oui. S'engager parce que dans sa tête il fallait faire quelque chose pour libérer l'Algérie. C'est ça, en fait c'est Zahia, sa jeune sœur qui raconte et c'est en fait mon beau-frère martyr. D'accord. Voilà, c'est Akli Zemirli dans la photo est visible. Ah, c'est la petite photo voilà. Qui est sur la couverture du livre en noir et blanc. Très bien, on va revoir le livre. Voilà, c'est lui. Donc, Akli Zemirli, Rabbi yarhamou. Et donc, oui, elle raconte comment, d'abord, c'était pour eux une icône. C'était l'étudiant ou le lycéen. C'était l'aîné de la fratrie qui avait pu aller à l'école, déjà, l'école indigène. Et elle raconte comment il était... tout le temps méditatif, presque triste, à un moment donné de la période qu'elle raconte, c'était surtout ça. Et à un moment donné aussi, il l'a mise dans le secret en lui disant qu'il servait de relais entre le maquis qui surplombe la ville de Tizi Ouzou et voilà, il servait de relais et en fait il transmettait des armes ou il transmettait des tracts, etc. Elle raconte ça, comment elle a pu faire le guet pendant que lui agissait, donc dans la nuit, durant les nuits. Et après, elle raconte comment il est venu le dernier jour. D'abord, quelques jours auparavant, il avait brûlé toutes ses photos. Tout le monde regardait la scène, mais personne n'osait lui dire « mais qu'est-ce que tu fais ?» Il avait brûlé toutes ses photos. Et ensuite, comment il est venu un jour à l'improviste, vers, on va dire, 10h30, 11h du matin, en demandant à sa mère si le repas était prêt. Et parce que, justifiant ça par le fait qu'il devait partir dans un village au décès du père d'un ami à lui. Et puis, bon, écoutez, le repas n'était toujours pas prêt. Il est parti sans manger. Et c'était le dernier jour qu'il avait passé, le dernier moment qu'il avait passé chez lui. En fait, il montait au maquis. D'accord. Il avait 19 ans. Wow. Et plus tard, il a été pris dans une embuscade et il est tombé en martyr. Une année après, il avait 20 ans. Wow. Et je pense que ce récit raconte véritablement, je frissonne, raconte véritablement comment des jeunes à la fleur de l'âge étaient conscients, avec plein d'ambition pour l'avenir personnel, comment cet avenir et cette ambition personnelle a été effacée par l'ambition nationale et nationaliste, comment ils étaient prêts au sacrifice suprême
pour l'indépendance de l'Algérie et comment des instruits, je vais dire des intellectuels, Oui. Avaient servi au maquis pour lire les informations, pour rédiger des documents, etc. Rappelons que c'était ce genre d'étudiants quelques années auparavant qui avaient rédigé la proclamation du 1er novembre. C'était des étudiants, c'était des intellectuels, mais qui ont versé dans le militantisme et qui ont, grâce à eux, nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes ici. Peut-être que s'il n'y avait pas eu l'indépendance, on ne serait pas là aujourd'hui. Bah oui, ça c'est clair, c'est clair. En tout cas, moi, je tenais vraiment à ce que vous veniez aujourd'hui parce que votre livre coïncide vraiment avec ce que l'on va commémorer donc demain, et c'est pour ça que je voulais que vous veniez la veille. Voilà, comme ça tout le monde. Est-ce qu'il est disponible d'abord le livre? Oui, dans certaines librairies d'Alger. Je peux les citer si vous voulez. Oui, allez-y, comme ça on pourra aller l'acheter. C'est pas de la pub, oui. c'est juste pour pouvoir avoir le livre. Oui, donc il est à la librairie du Tiers-Monde, la librairie 88, la librairie générale de Ben Aknoun, la librairie L'Arbre à dire. Et la librairie des bananiers Fatah Kitab, ça c'est à Alger. À Béjaïa, il y a une librairie, la librairie Sissan. Et à Tizi Ouzou, la librairie Chek, qui est mythique à Tizi Ouzou. Et la librairie La Libre Pensée Yahyaoui. Très bien, j'espère le voir aussi dans toutes les autres librairies des Inch'Allah, autres il est en train de faire son petit bout de chemin. On participe au Salon du Livre, on participe à des ventes dédicaces. Vous avez organisé des ventes dédicaces? Oui, quand la possibility se présente, oui, il y a énormément de... Mais demain, vous n'avez pas un rendez-vous demain? Ça aurait été bien que... Non. Peut-être qu'il y en a... Il y a des organisateurs, peut-être ceux qui vont organiser certainement des événements au niveau du... Moi, j'aurais aimé, par exemple, que ce livre soit pas peut-être distribué, oui, au niveau des universités. Ça aurait été bien. Oui. Ou que vous-même, vous animiez une conférence au niveau d'université, voilà, que vous fassiez la tournée, parce que ça touche les étudiants, surtout. Exactement. En fait, et les enfants. C'est un projet. Les invitations commencent à me parvenir. J'ai animé une rencontre dans un établissement scolaire avec des premières AS. Et honnêtement, ça a été une expérience humaine très particulière et émouvante, d'autant plus que certains de ces lycéens ont pris le courage et ont raconté ce que leurs grands-parents, qui ont sûrement mon âge ou un peu plus, leur ont raconté sur la guerre de libération. Cet établissement à Tizi Ouzou avait acquis 5 exemplaires de mon recueil. Et c'est vrai que c'est un recueil, c'est un écrit qui est accessible en fait à tous les niveaux. C'est ça, c'est-à-dire même les enfants, parce que vous parlez des enfants, vous pouvez aussi aller au niveau d'école primaire c'est et des pouvoir contes, leur parler de ça c'est des contes. En forme de conte, c'est ça, leur conter un petit peu ce que évidemment, peut-être ne pas leur conter là où il y a de la violence. Oui. Parce qu'il y a 3 ou 4... Vous êtes pédagogue, donc vous saurez comment le faire. C'est ça, c'est ça. Mais oui, c'est vrai que je commence quand même... La semaine dernière, j'étais à la Maison de la Culture de Tizi Ouzou pour une vente dédicace. Énormément d'intérêt, des gens viennent, discutent, commencent à raconter aussi, etc. Les échanges sont très, très enrichissants. Et oui, écoutez, disons que... Pourquoi petites histoires? Parce que c'est des enfants qui racontent ce qu'ils ont vécu. C'est des adultes qui racontent ce qu'ils ont vécu quand ils étaient enfants pendant la guerre. Et en fait, vous avez bien dit, c'est un angle particulier, parce que jusqu'à aujourd'hui, mis à part des romanciers qui ont inclus certains de leurs souvenirs d'enfance dans leurs propres romans, il n'y en a pas beaucoup des récits comme ça. Et puis, mis à part certains films qui racontent la contribution d'enfants dans la guerre, le petit Omar dans la bataille d'Alger, les enfants de novembre, Dars Betar, entre autres, eh bien, on n'a pas donné voix à tous ces enfants. C'est des milliers d'enfants d'Algérie, du nord au sud, de l'est à l'ouest, des villages, des villes qui ont vécu des choses et qui n'en ont peut-être pas parlé. Et en fait, j'ai permis, sans le savoir, j'ai permis à d'autres de commencer à essayer d'exorciser un petit peu le trauma, parce que c'est un trauma. En espérant que justement cette émission aussi permettra à d'autres de commencer à parler de ce qu'ils ont vécu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vous contacter?
Oui, mon pseudo sur Facebook, c'est Voilà, tout mon simplement. nom d'autrice. Safia Belhoussine Zemirli. n'est-ce pas? Et on Voilà. pourra. Attendez-vous à ce qu'il y ait beaucoup, beaucoup d'autres histoires. Inch'Allah. Est-ce qu'il y ait un deuxième? Oui. Et voire même un troisième. Inch'Allah, en parlant de, parce que c'est une émission qui est suivie par la diaspora, eh bien, il y a une dame qui m'a raconté, elle est rentrée, elle était immigrée en France, et comment ses parents, justement, agissaient pendant la guerre, De etc. libération. Voilà, Waouh. il y a un souvenir comme ça. Donc Donc on oui. ne va pas tout raconter, bien sûr. Nous, on a dit un peu comment est construit, comment s'est construit ce livre, qu'est-ce qu'il y a dedans. Vous l'aurez compris, que des récits, donc des souvenirs comme ça Oui. de jeunes, enfin d'enfants et voire même de lycéens, c'est ça, C'est ça, de l'époque. Mais il faudra vraiment vous procurer ce livre-là, déjà pour rendre hommage à tous ces étudiants, ces C'est ça. enfants de l'époque, n'est-ce pas? Oui, absolument. Certains qui sont tombés en martyrs, Oui. Rabbi yarhamhum, Rabbi yarham shuhada. Et puis pour marquer aussi cette date du 19 mai que l'on commémorera donc demain partout en Algérie. N'est-ce pas? Inch'Allah, oui, oui, et même outre-mer. Outre-mer. Oui, en fait, c'est ça disons que c'est un maillon qui s'ajoute Exactement. à la chaîne mémorielle et au patrimoine mémoriel de l'histoire récente Oui. de l'Algérie. Encore un livre qui vient s'ajouter à la collection des livres Exactement. qui traite donc Oui, oui. d'une partie de l'histoire de C'est ça, l'Algérie. c'est ça. Ce n'est pas un essai académique. Oui, C'est pas un écrit académique, c'est véritablement des petits récits. Il y en a qui... que tout le monde peut lire. Tout le monde peut lire, c'est 2-3 pages, pas plus de 4-5 pages. Il y en a qui sont quand même un peu... qui se terminent dans la violence parce qu'on raconte comment certains ont été mutilés, Oui. torturés, etc. Mais les miens, ils sont innocents, bien que j'arrive jusqu'à l'indépendance. Et mon dernier récit parle de mes élucubrations pendant qu'on nous faisait les entraînements des scouts pour le défilé du 5 juillet. Du 5 juillet. Donc, je comprenais pas. Il y a même, c'est-à-dire qu'on va le lire, peut-être qu'on va pleurer, on va avoir mal à un certain moment. Des émotions, il y a des mais choses on va un peu aussi comiques. rigoler, c'est ça, c'est on aura le anecdotique. sourire aussi. Oui, oui, oui. Très En bien. fait, d'après les chansons que j'écoutais, les chants patriotiques que j'écoutais quand mon père écoutait Saout al-Arab, en cachette, évidemment, il fallait calfeutrer la maison et tout, il y avait des chants. Oui. Et parmi ces chants, il y a justement celui qui s'adresse, qui parle des étudiants. Oui. Et à l'indépendance, mon père a acquis le 33 tours de chants patriotiques, Waouh. dont celui des étudiants, et qui, je ne sais pas, je pense que beaucoup le connaissent, c'est « Nahnu طلاب الجزائر, nahnu للمجد بنات, nahnu آمل الجزائر, في الليالي الحاركات » Et voilà, c'était un chant qui m'a Wow. bercé. J'ai envie de venir vous embrasser, tellement vous Merci. êtes juste adorable, franchement. Merci. Et on Merci. sent que vous en parlez avec beaucoup de cœur, d'émotion. C'est sûr, franchement, merci. on ne peut pas ne pas être ainsi quand on a baigné dans cette incertitude du Ouais. début et cette confirmation, vous savez, je suis la génération de l'indépendance. Ouais. Donc j'ai été un petit peu le relais de la génération des jeunes étudiants qui sont allés au maquis et de tous les autres, ceux qui ont déclenché la guerre, etc. Et je suis la génération de l'indépendance et fraîchement, vous savez, vous voyez des filles, des enfants de shahid, etc. Vous êtes en contact avec eux, etc. Vous ne pouvez pas ne pas avoir cette âme et cette fibre. Très bien. En tout cas, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Je le rappelle, d'avoir fait le déplacement depuis Tizi Ouzou. Bon, c'est pas très loin, Tizi Ouzou. Hein. Ça vous a fait une belle balade avec votre époux, n'est-ce pas? Oui, C'était très émouvant, un très très beau moment. Je suis très contente que vous ayez accepté mon invitation. Et j'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Vous reviendrez quand vous voulez. En tout cas, on peut en parler. C'est l'histoire, donc on en parle tout le temps. C'est ça, exactement. C'est toujours bénéfique de parler donc de l'histoire de l'Algérie à travers votre livre. Et je vous souhaite le deuxième déjà. J'espère que celui-ci voyagera un petit peu partout, sera partagé, sera lu et qu'il y en aura un deuxième et un troisième. Pourquoi et comme pas. ça, vous ferez une saga carrément. Espérons que ça encouragera d'autres aussi à se mettre à écrire. Très bien. En tout cas, merci Safia Belhoussine Zemirli de nous avoir présenté ce livre donc de récits. 1er novembre 1954, Petites histoires dans la grande histoire. Il faut vraiment l'avoir ce livre. Vous allez franchement avoir beaucoup d'émotions et c'est tout à fait normal puisque ça concerne une partie importante de notre histoire. Merci. Merci. À très bientôt et bon retour. Merci et bravo pour ce livre-là qu'on montre pour la dernière fois.
Allez, on se retrouve dans quelques instants avec nos deux derniers chroniqueurs, Narcisse Youmbi qui parlera de l'Afrique et puis bien sûr Mahdi Dahak parlera lui de foot. Mais tout de suite, on rend hommage à une diva dont on est fier, bien évidemment, puisqu'elle est algérienne. Elle s'appelle Ward El Jazairiya. Tout un parcours, une icône, une voix qui lui est juste propre et particulière, elle qui a représenté l'Algérie dans les 4 coins du monde. Rabbi yarhamha. Elle nous a quittés un 17 mai de l'année 2012 et comme hier, on était le 17 mai, donc on se devait aujourd'hui de vous passer une chanson de Ward El Jazairiya. Rabbi yarhamha. Voilà donc un petit hommage pour bien sûr se rappeler de cette date du 17 mai 2012 puisqu'elle nous a quittés le 17 mai 2012, bien sûr, Ward El Jazairiya. Allah yarhamha. Allez, tout de suite, on va parler d'Afrique et bien sûr avec Narcisse Youmbi. Il a choisi de parler de la femme africaine et surtout de la femme guerrière. Il en a des exemples à nous montrer. D'abord, bonjour Narcisse. Bonjour Lilia. Ça va? Ça va très bien. Ouais. Et juste à côté de vous, bien sûr, aujourd'hui on n'a pas le temps. Donc vous serez, vous serez là pour la fin d'émission, mais on vous donnera le temps qu'il faut pour présenter vos deux rubriques respectives. Je perds mes mots. Mahdi, bonjour. Mahdi Bonjour Dahak. Lilia. Surtout qu'aujourd'hui, il y a de bonnes nouvelles hein, Oui, oui. concernant nos footballeurs algériens, n'est-ce pas? Très bien. Allez, je commence par vous, Narcisse. Alors, les guerrières de l'Afrique. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de parler des femmes qui ont marqué l'histoire de l'Afrique. Il y en a beaucoup. Oui. Vous n'avez pas eu du mal à choisir? J'ai eu du mal à choisir. Bon, j'ai choisi quand même quelques figures qui ont gravé le nom dans l'histoire. Et j'ai essayé d'équilibrer un peu du nord au sud. D'accord. Donc, on a choisi 5 figures. Ouais. On pourra prendre d'autres figures par la suite. Bah, bien sûr. Pour le moment, on a choisi de parler de la reine. Oui, c'est la reine Zinga. Zinga du Dongo et du Matamba. Matamba. Oui, l'actuel Angola. Ah, d'accord. Oui, ça c'est la reine Zinga. Donc, c'était une figure politique. Elle avait une très grande diplomatie et c'est une reine qui a beaucoup œuvré pour lutter contre la traite négrière. D'accord. Voilà. Et il y a une anecdote qu'on raconte que lors d'une de ces négociations avec les Portugais, on lui avait refusé le trône.
à côté du gouverneur portugais. Et au lieu de s'indigner et de faire des problèmes, elle a juste fait un signe à une de ses servantes qui s'est agenouillée pour former un trône pour qu'elle puisse s'asseoir d'égal à égal avec le gouverneur pour négocier. D'accord, waouh. Elle était forte. Hein. Ah oui, c'était une très très grande diplomate et qui a aussi accueilli énormément d'esclaves qui étaient en fuite parce que quand les esclaves réussissaient à fuir, si tu réussissais à aller vers son royaume, elle t'ouvrait les portes et elle avait créé comme ça une résistance diplomatique contre la traite négrière. Waouh. Et donc elle s'appelle? Donc elle s'appelle Zinga. Zinga du Dongo et du Matamba. Et du Matamba, Oui, c'est bien Matamba. prononcé. Hein. Actuel- Wow. Tu actuel connaissais Angola. Mahdi? Non. 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 Bah, Voilà. voilà, on en apprend. Donc elle est née autour de 1583. Voilà. Ah, quand même. Oui, oui. Ça remonte à loin, ça. Ça remonte à très très loin. Très bien. On va Donc, regarder voilà. la deuxième? Alors la deuxième, on va aller du côté du Nigeria. C'est une princesse. Elle qui est jeune. devenue reine. Oui, bon, oui, c'est une princesse guerrière qui est devenue reine. Bon, après, il y a quelques histoires qui contestent un peu son règne. Mais après, c'était une guerrière Aoussa. Voilà. C'est une guerrière Aoussa. Ça veut dire quoi, guerrière Aoussa? Alors, Aoussa, c'était un peuple. C'est un Ah, peuple. d'accord. Un peu comme Aoussa, les le peuple. Oui, ils sont- Aoussa. Oui, Aoussa. Dans le nord du Nigeria. Oui, dans le nord du Nigeria. Donc, elle a régné dans le royaume du Zazo, qui est à l'actuel Nigeria. Et c'était une guerrière qui a créé une armée pour élargir leur royaume. Donc, elle a mené plusieurs batailles d'expansion et elle a érigé plusieurs murailles de défense. Il y en a certaines qui sont encore, qui existent encore jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Donc, elle a ainsi gravé son nom dans l'histoire. Et puis, voilà, donc du coup, il y a certaines théories qui contestent qu'elle n'a jamais été reine, qu'elle était princesse guerrière. Parce qu'à l'époque, c'était un peu difficile. Mais c'était une L'essentiel, c'est qu'elle a été guerrière. oui, Princesse ou reine. oui, mais c'est elle guerrière. elle était chef des armées. Elle était chef Ouais. des armées. Son histoire est connue. Elle était D'accord. chef des armées. Donc c'est elle qui menait les batailles. Et puis voilà, elle avait mis sur pied une sorte d'impôt pour tous ceux, puisque lorsqu'elle élargissait le royaume, il fallait payer des impôts pour pouvoir bénéficier de la protection de l'armée du royaume. Waouh. Donc, Vous êtes bien informé. Elle Hein? s'appelle Amina. Bon, comment ça se fait que vous soyez bien informé? Ça vous intéresse les Ça histoires des m'intéresse guerrières énormément parce que je suis dans le domaine du cinéma, donc je m'intéresse beaucoup ouais. à des histoires épiques de l'Afrique. Très bien. Vous comptez Voilà. en faire un film bientôt? Il y en a pas mal qui se préparent déjà. Oui, Vous viendrez nous les présenter. Inch'Allah. Très bien. On va regarder la troisième. Alors la troisième, c'est du guerrière. côté de la Côte d'Ivoire. C'est plutôt la reine Pokou. Pokou? Oui, la fondatrice du peuple baoulé. D'accord. La reine Pokou en Côte d'Ivoire, c'est aussi une très grande figure de résistance en Côte d'Ivoire. Donc c'est une reine, par contre, qui a mené son peuple, c'est-à-dire qui a réussi à protéger son peuple. Elle a mené son peuple à travers la forêt pour éviter les envahisseurs des ennemis. Wow. Et il y a une anecdote qui raconte que une fois, lorsqu'elle était en fuite, parce qu'il y avait des envahisseurs à l'époque, et son peuple lui faisait énormément confiance, donc une fois qu'elle était en fuite, elle est arrivée face à un fleuve qui était infranchissable. Elle a sacrifié son fils pour pouvoir faire passer son peuple. Et lorsqu'elle a sacrifié son fils, le peuple s'est vraiment attaché à elle parce qu'on a compris vraiment qu'elle a mis l'intérêt de son peuple Avant celui son, de son son intérêt fils. personnel. Avant son, D'accord. son Comment elle intérêt. a sacrifié son fils? Elle a dû, Elle l'a jeté dans le fleuve, elle a dû jeter son fils dans le fleuve pour que la colère du fleuve se calme. Parce qu'à l'époque, il y avait des croyances, vous voyez. Ah, d'accord, ok. Et très c'est bien. même de là que vient le nom Baoulé. Parce qu'après avoir fait ça et la colère du fleuve s'est calmée, elle a donc prononcé le mot Baoulé, c'est-à-dire l'enfant est mort. Et c'est d'où vient le nom Baoulé, du peuple Baoulé. C'est un peuple qui existe encore jusqu'à aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Waouh. Voilà. Ah, bah dis donc, Donc, on apprend des choses aujourd'hui. à l'époque, elle fuyait parce qu'il y avait le royaume Ashanti du Ghana qui était un royaume aussi expansionniste. Oui, Ashanti, on en a parlé On en a déjà. parlé déjà. Donc, elle fuyait ce royaume, l'expansion de ce royaume, et pour protéger son peuple, elle a mené son peuple, un peu comme Moïse avait guidé le peuple. Voilà, à peu près. Très bien. Donc. Quatrième guerrière. Alors, la quatrième, bon, on va aller du côté Ouais, de voilà, l'Égypte, c'est Néfertiti. Bon, on connaît Néfertiti, mais il y en a qui ne connaissent pas aussi l'histoire de Néfertiti. On Oui, la bon, connaît on ne va comme- pas parler exactement de son histoire, mais on Ouais. sait que c'était l'épouse d'Akhenaton. Oui, Voilà. et que c'est une très belle femme. Très très belle femme et que voilà. Après, on dit aussi qu'elle a régné sous un autre nom et ce qui a fait en sorte puisque j'ai choisi des figures qui ont quand même marqué parce que Néfertiti, elle a eu un rôle dans la transformation des croyances. D'accord. C'est presque elle qui a ramené toutes les croyances de l'Égypte vers une croyance monothéiste. Parce qu'avant, elle a œuvré pour ça, pour uniformiser la croyance, certainement pour pouvoir avoir un meilleur contrôle sur le peuple.
D'accord. Voilà. Donc Nefertiti, là, on va dire que c'est pas juste un symbole de beauté parce qu'on la connaît tous par ce buste. Ouais, on la connaît par ce sa fameux beauté, buste, beaucoup voilà. plus. Ouais. Mais c'est aussi une dame qui a œuvré auprès de son mari et qui a fait beaucoup de grandes choses dans l'Égypte antique. Très bien, voilà, donc Nefertiti. Et là, on passe, bien sûr, là, on vient chez nous. Et en là, Algérie. on va venir en Algérie avec la reine Kahina. 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 Kahina, oui, oui. Je parle avec beaucoup de passion. Ouais, c'est bien. Et donc, voilà, Kahina, c'est la reine berbère. Voilà, c'était une figure de résistance. Et Kahina, l'anecdote de Kahina, c'est qu'elle a brûlé des villes pour anticiper l'invasion des ennemis. Et il y a une anecdote que j'ai très bien marquée. On dit ici qu'elle allie pouvoir militaire et vision, défendant les croyances traditionnelles. Elle est aussi l'un des rares modèles féminins dans l'histoire militaire nord-africaine. Voilà, donc j'ai noté ça. c'est un symbole aussi chez nous. C'est un symbole chez vous. C'est oui. Kahina. Il y en a beaucoup qui appellent, qui ont prénommé leur fille Kahina, en rendant hommage à cette reine, reine Voilà. Kahina. Donc elle a lutté énormément contre les envahisseurs et puis elle a réussi à graver son nom dans l'histoire parce qu'elle... Tout à fait. Et toutes ces figures emblématiques que nous avons citées, ce qui est commun chez eux, c'est que c'est des gens qui réussissent à sacrifier les intérêts personnels au profit de l'intérêt commun. Et c'est ça qui fait la différence entre... Parce qu'elles régnaient, donc elles pensaient en premier lieu à leur peuple. Voilà, c'est ça. Très bien, ben, on pourrait faire une suite aussi, hein, parce que j'imagine qu'on a d'autres. Voilà. Et surtout la conclusion, ce qu'on peut dire dans la conclusion, c'est que tout ceci nous montre bien que en Afrique, avant les mouvements féministes actuels, l'Afrique avait déjà ses figures, et ce n'étaient pas forcément des féministes, mais c'était des figures respectables qui ont fait des grandes choses, comme pour dire que l'Afrique garde sa fierté et doit être fière. Ouais. On n'a pas forcément besoin de toujours copier tout ce qui vient d'ailleurs. Bah, ça, vous le dites à chaque fois, c'est vrai. Oui, on avait déjà nos figures qui font la fierté de la figure féminine africaine. Très bien. Voilà, et ben, il faudra garder ça en tête surtout et s'en souvenir à chaque fois. Surtout, il faut que les auditeurs, surtout les téléspectateurs. Les téléspectateurs, oui. Très bien. Eh ben, vous êtes là pour nous le faire rappeler de temps en temps, n'est-ce pas, dans votre chronique, puisque c'est le but aussi, hein, c'est de montrer l'Afrique et toute la beauté de ce continent dans beaucoup, beaucoup de domaines. Et on en a appris jusque-là avec vous à chaque fois dans vos chroniques. Merci Narcisse de rendre hommage à toutes ces femmes. Merci Lilia. Je ne sais pas peine que je vous parle de foot parce que la dernière fois je vous ai posé une question sur le foot pour essayer de meubler un petit peu parce qu'on avait du temps et vous me dites non, j'aime pas le foot, je regarde pas et tout. Donc on va passer. Il ne faudrait pas dire ça devant Mehdi. Peut-être un lien. Hein. Vous avez parlé de la reine Pokou du peuple baoulé. Oui. L'un de ses descendants, c'est Laurent Pokou qui était un grand footballeur. C'est l'un des descendants du royaume baoulé justement et qui était l'un des plus grands footballeurs ivoiriens des années 70-80. Wow, ben vous voyez comme quoi, rien que pour ça, je me mettrais à aimer le foot. Voilà. J'aime le foot. Très bien. Allez, vous restez avec nous, Narcisse, puisqu'on va parler tout de suite de foot et surtout prendre des nouvelles de nos footballeurs. Et je crois que vous avez de bonnes nouvelles cette semaine, Mehdi Dahak. Oui, avant de diffuser les photos, actuellement il y avait un but de Blaili, Youssef Blaili, notre attaquant avec le Taradji de Tunis, l'Espérance de Tunis. Il a marqué un but en Coupe de Tunisie actuellement. Le match se joue actuellement. Voilà. D'accord. Donc là, c'est pour commencer sur l'actualité chaude. Très bien. Donc Blaili qui marque déjà un but il n'y a pas longtemps. Tout à fait. Et sinon, on va commencer donc par les photos qui représentent bien sûr les footballeurs algériens. Alors, première. là, on a Houssam Aouar qui est en photo avec Karim Benzema. Alors, ils ont gagné le championnat. Aouar, il est sur le côté gauche. Bon, on l'a compris. Voilà. On connaît Benzema. On ne sait jamais, Narcisse, peut-être que... Non, mais il le connaît. Vous connaissez Benzema. Alors, ils ont été sacrés champions d'Arabie Saoudite. On en avait parlé la semaine dernière. Voilà. Et donc là, ça y est, c'est concret. Et donc, ils portent le maillot champion. Ils ont gagné ce titre qui leur a échappé la saison dernière. Et donc voilà, ils sont champions. Ils sont champions d'Arabie Saoudite. Voilà. Très bien, donc bonne nouvelle pour Houssam Aouar. Tout à fait. D'accord, on passe au deuxième footballeur. Encore, je pense, une bonne nouvelle. Ouais, c'est un jeune joueur qui s'appelle Fel Saibi. Il a eu une saison compliquée, il n'a que 22 ans, ça fait un moment qu'on le connaît, on a l'impression qu'il est plus âgé, il n'a que 22 ans. Et voilà, c'est sur le côté gauche. Oui. Il a été passeur hier avec Francfort.
Et non seulement ça a permis à son club de gagner, mais ça a permis aussi au club de Rami Ben Semeini, Dortmund, de se qualifier en Ligue des Champions. Donc, ils sont même solidaires. Il a fait deux pierres deux coups. Les deux sont qualifiés à la Ligue des Champions la saison prochaine. Waouh, bravo. Donc, vous rappelez le prénom? Fares Chaibi. Fares Chaibi. Voilà. Il a joué déjà en équipe nationale. Il a joué en équipe Bah nationale. C'est un oui. joueur qui joue un peu partout, à tous les postes. Ouais. Il a une saison un peu compliquée, mais bon, il est encore jeune. On lui Très souhaite bien. le meilleur. Eh ben, bravo à lui. Troisième photo et donc troisième footballeur. Alors ça c'est un autre joueur, il joue en Turquie, alors on continue de faire le tour du monde. Alors il est au milieu, celui qui est félicité, le numéro 9, il s'appelle Bilal Boutoba. Il a 26 ans, il a mis un peu de temps à percer, et là il fait vraiment une saison exceptionnelle, surtout à la fin, il a marqué plus de 10 buts avec son club. Même si son club descend en deuxième division, C'est quoi malheureusement, le nom du club? Hatayspor. Alors c'est un club où il y avait Fouzi Roulem l'an dernier. Et donc, voilà. Donc il a marqué vraiment, il marque de très très beaux buts. Donc j'incite les gens aller chercher sur les réseaux, sur les vidéos. Bilal Boutoba, vraiment un superbe joueur. Il marque 26 ans 26 ans. 26 ans, ça veut dire quoi? Il est en plein âge de... On dit que c'est le meilleur âge. C'est l'âge de la maturité, Ah bon, j'ai toujours 26-27 pensé ans. que c'était 22... 22 ans, on est encore jeune. On a débuté, on est encore jeune, mais on dit que 26-27 ans, c'est l'âge de la maturité. C'est l'âge de la maturité. Voilà. D'accord. Donc là, il arrive à l'âge de la maturité et il a fait une très très belle saison. Donc on peut faire appel à lui Oui, et je éventuellement pense que pour le prochain match. peut-être déjà, je ne sais pas s'il sera appelé en sélection parce qu'il y a beaucoup de concurrence, mais déjà lui, personnellement, je pense qu'il pourra viser un meilleur club la saison prochaine. Et donc voilà, on est content pour lui, il a marqué vraiment de très beaux buts. Et voilà. Très bien. Le prochain, et donc Alors le prochain, c'est quatrième. quelqu'un qu'on connaît bien sûr, c'est Berdet Bounjeh, qui a fait aussi une très belle saison. Avec, vous le disiez il y a quelques temps de cela. Voilà. Vous disiez il est en forme en ce Tout moment. à fait, donc il a changé de club, l'an dernier, il était avec Al-Sadd pendant très longtemps, c'est le club qui était champion cette année au Qatar. Et là, il a quitté ce club pour aller pour un petit club qui s'appelle El Chamel. Mais il a réussi quand même une belle saison. Malheureusement, ils ont fini 6e et il a été éliminé récemment en coupe. Il a raté un penalty. Et pourquoi je parle de lui? Parce qu'en fait, il a évoqué sa fin de carrière. Alors, il a 33 ans. Il dit que j'ai encore 2 ans de contrat et probablement j'arrêterai ma carrière dans 2 ans. Et donc, entre-temps, il y a quand même la Coupe du Monde 2026. Donc, évidemment, il espère jouer cette Coupe du Monde. Mais il évoque quand même bientôt la fin de sa carrière. Et ça fait partie de la vie de footballeur. Carrière ou... Oui, sa carrière de footballeur, totale. Carrément. Il pense qu'à l'âge de 35 ans, ça sera sans doute le moment de dire... Il y en a qui sont restés... Il y en a qui restent plus tard, il y en a qui restent plus tôt. Plus tard. Et c'est bien aussi parfois d'envisager la fin de carrière, ne pas être surpris, ne pas arriver jusqu'à ce qu'on vous pousse à la sortie. Et donc lui, il envisage un petit peu, il dit peut-être que j'ai encore 2 ans de contrat et à la fin, je prendrai ma carrière. Ou pas. Tout à fait. On verra. Affaire à suivre, n'est-ce pas? Tout à fait. La cinquième Alors photo. le suivant, ça a un petit lien, parce que quand on vient de parler de retraite, là on parle un jeune joueur de 18 ans. Alors il s'appelle Saïd Bteka, il joue en Angleterre, il est né en Angleterre. Et il vient de signer son premier contrat professionnel à 18 ans avec le club de Birmingham. C'est un club qui vient d'accéder en 2e division anglaise, voilà. Donc on vient de parler de quelqu'un qui part et quelqu'un qui arrive. Alors je m'arrête sur ça, j'ai pas l'habitude de faire ça, mais je voulais quand même que vous racontiez, parce que tout à l'heure j'étais avec mon époux, donc je lui montrais un petit peu les photos, vous le connaissez, vous savez qu'il est très porté sur le foot, et je lui montre, il me dit, attends c'est pas, il m'a donné un autre nom, j'ai dit non, il s'appelle, comment? Saïd Bteka. Bteka, il Voilà. m'a dit non, il a dû se tromper, Mehdi. J'ai Non, dit non, non, il se trompe pas, c'est Bteka. Tout à fait. Après il m'a dit non, appelle-le, dis-lui si c'était le il est tout joueur. nouveau, on ne le connaît pas non Et plus. finalement, voilà. personne ne On le connaît. découvre, on le découvre. Vous nous l'avez Voilà. vraiment fait découvrir ce footballeur. On ne sait pas, peut-être qu'il réussira. Bteka, On dira c'est qu'on ça. en aura parlé en premier. Voilà. Voilà, Mehdi, on a parlé dans l'émission Souris, vous êtes sur Canal parce que je suis sûre qu'on va entendre parler de lui. On espère. On espère, très bien. En tout cas, un nouveau joueur, Nouveau un visage. footballeur algérien, un nouveau visage qu'on ne connaissait pas et qui finalement va suivre une belle carrière peut-être. On espère. Très bien. La dernière photo. Alors la dernière, c'est Riyad Mahrez, qu'on va voir sans doute Avec sa bientôt. petite fille. Avec sa Parce petite qu'elle est fille, jolie, voilà. sa fille. Alors, Riyad a marqué un très beau coup franc, un très beau but avec son club, Al-Ahli. On rappelle qu'il a été sacré champion d'Asie avec son Oui, club. vous l'aviez dit la Voilà. semaine dernière. Et là, en championnat, bon, ils sont un peu en roulis parce qu'ils n'ont plus grand-chose à jouer. Donc, la semaine dernière, il n'avait pas joué. Cette semaine, il est venu. Il a le brassard de capitaine. Donc, c'est nouveau aussi. Ah, ça, il n'était pas avant. C'est la 2e fois seulement en 2 ans qu'il porte le brassard. Et il a marqué un très beau coup franc. Donc, il nous rappelle un peu le coup franc qu'il avait marqué contre le Nigeria il y a Ce quelques fameux coup franc. voilà, en 2019. Et donc voilà, c'est son 17e but quand même de la saison en toute compétition. Donc c'est quand même une belle saison pour Mais lui. pas de championnat. Pas de championnat. Et donc voilà, il a promis, comme Karim Benzema, il a promis à ses supporters de gagner la Ligue des Champions l'an dernier, puisqu'ils ont été champions d'Arabie Saoudite. Et ben
Mahrez, il a promis à ses supporters de gagner le championnat la saison prochaine. Ah bon? Voilà. Et vous pensez qu'il va tenir sa promesse? Il a promis. Il n'y a pas que lui, hein, c'est toute une équipe. Tout à Il faut fait. que toute l'équipe soit en forme. Non, mais il y a beaucoup d'attentes autour de lui, donc c'est un club, un club qui est populaire. Et donc il va rester dans son club. Il n'y aura pas de transfert pour lui. Bien sûr, il va rester, d'autant plus qu'il y a la Coupe du Monde 2026 en perspective, donc il va rester concentré pour faire une belle saison et voilà. Et être appelé en équipe nationale. Il va être appelé, ça c'est sûr. On espère surtout qu'on va se qualifier à cette Coupe du Monde. Et, il reste combien de matchs? Il reste 3 ou 4 matchs, si mes souvenirs sont bons. Voilà. Et si je vous pose la question par rapport au Cameroun, vous savez combien il reste de matchs pour le Cameroun pour se qualifier en Coupe du Monde? Mais c'est le Cameroun, normalement c'est votre pays, vous devez être au courant s'ils vont se qualifier. Cette année, c'est la prochaine Coupe du Monde, il y aura 48 pays, donc c'est quand même beaucoup plus facile de se qualifier. Plus facile ou plus difficile? C'est plus facile. Avant, il y avait 32. Ah, donc quand il y a plus de pays, c'est plus facile. Il y a plus de chances d'y arriver. Moi, je pensais que c'était le contraire. Non, parce qu'il y a 200 pays à peu près. Donc avant, il n'y en avait que 32 qui allaient. Cette fois, il y en a 48. Donc ça fait à peu près 25% des pays qui peuvent se qualifier. Donc il y a un peu plus de chances de se qualifier. Ils ont augmenté le quota des pays africains? Oui, ils l'ont augmenté à 9 au lieu de 5. Et pour être même 10 avec un barrage. Normalement, on devrait avoir plus parce qu'on a 52 pays, normalement. Tout à fait, ça c'est le débat éternel. Pourquoi est-ce que d'autres continents en ont plus? Mais voilà, c'est un combat qui continue. Ah ouais, c'est encore un combat, de l'Afrique, n'est-ce pas? En tout cas, cette année, donc, il y aura combien de pays africains normalement? Il y aura 9 pays officiels. Au lieu de 5, avant. Et plus une autre dans un barrage avec l'Océanie, je crois. Donc l'Algérie et le Cameroun, c'est sûr. Il ne faut jamais vendre la peau de l'ours. On espère y aller. Il reste combien? Vous m'avez dit 3 matchs. Il reste 4 matchs, monsieur. Il faut tous les gagner, les matchs? Là, pour le moment, on est bien parti. Donc, il faut continuer comme ça. Voilà. Il reste quelques points à prendre pour être assuré. Par exemple, on peut se permettre de perdre un match, mais pas plus. Pas plus, voilà. Pas plus de un match. Et donc, prochain match de l'équipe nationale, il y aura des matchs amicaux. Il y a un match amicaux au mois de juin. Donc, il y aura un match contre, un match contre la Suède le 10 et un autre match contre le Rwanda. Non, c'est une équipe européenne moyenne, mais c'est une équipe européenne, ça change des confrontations africaines, ça permet de voir autre chose. Voilà. D'accord. On aurait aimé avoir un Algérie-Angleterre ou il y a eu des discussions récemment. Le président de la fédération était au congrès de la FIFA. Il a rencontré son homologue espagnol et ils ont évoqué un éventuel match amical en 2026 entre l'Algérie et l'Espagne. Waouh! Après, c'est pas sûr que ça se fera, mais en tout cas, il y a des discussions. Je me demande quel stade va pouvoir contenir tout le monde, parce qu'Algérie et Espagne, je pense qu'il y aura du monde. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. Mehdi, on rappelle, il y a des matchs ce soir. Il n'y a pas beaucoup de matchs parce que la plupart des matchs sont joués hier. Oui. Il y aura un jeune qu'on aime bien suivre qui s'appelle Chiaha, un jeune de 18 ans qui joue au Danemark, à Copenhague. Qui va jouer à 17h, voilà. Très bien. La personne qu'on va suivre. C'est tout pour aujourd'hui. Et on attendra Belaïli, je pense qu'il va se qualifier avec son club en demi-finale. Et les championnats à l'étranger, c'est terminé ou pas encore? Il y a encore quelques matchs. Il y a encore peut-être une semaine ou deux dans certains pays où ça va se terminer. Très bien. Merci pour toutes ces nouvelles, toutes ces bonnes informations. C'est bientôt la fin du championnat, donc... D'Algérie? Non, des autres. Je parle des autres. Ça dépend. Chaque pays, il y a des pays où ça va jusqu'où? Il y a des pays où ça se finit à la mi-mai, il y en a qui se finissent à la fin mai, il y en a qui se finissent en juin. Mais juin, tout est terminé, non? En juin, généralement, avant la fin juin, tout est terminé. Très bien. Eh ben, vous serez là pour nous en parler. Narcisse, on ne vous a pas encore fait changer d'avis sur le foot, non? Non, là, tu m'as convaincu. Ah, convaincu. Oui. Il faut suivre un match, il faut regarder, surtout quand c'est des matchs comme ça. Oui, quand c'est les derbies, oui, bien sûr. Pourquoi pas faire un film sur l'équipe nationale, par exemple, toi qui es dans le cinéma? Ce serait bien aussi. Hein? Très bien. Allez, tout doucement, on va te faire aimer. En tout cas, merci Narcisse à toi aussi pour tout ce que tu fais dans cette chronique et rendez-vous dimanche prochain avec un autre sujet. Je te promets que je te donnerai beaucoup plus de temps. D'accord? Très bien. Mais il faudra me ramener une vidéo alors. Marché conclu? Une vidéo, une belle vidéo. De ton sujet. Oui. Très bien. Merci Mehdi Dahak. À dimanche prochain, Narcisse aussi. C'est la fin de l'émission. Voilà, elle a été riche et j'espère qu'elle vous a plu. On se donne rendez-vous demain avec les chroniqueurs du lundi, les invités du lundi à 15h. Passez une très très bonne journée et souriez car vous êtes avec Narcisse et Mehdi. Allez, au revoir.